BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom. Au sommaire aujourd'hui, on va parler podcast avec un événement caritatif qui démarre ce week-end, le Podcaston. Et parmi les podcasteurs mobilisés, Mathieu Stéphanie, hôte de Génération Do It Yourself, est notre invité dans cette première partie d'émission. Kantar publie son classement annuel des 50 marques les plus puissantes au monde. Julien Casqui nous révélera le podium dans son journal. Et puis pour terminer, cette question, avez-vous une bonne ou une mauvaise image de Paris et a-t-elle changé ces 5 dernières années? Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme, vous savez tout. Hebdocom, c'est parti, ça commence. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. Et on retrouve cette semaine Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Alors aujourd'hui on va parler d'un événement qui démarre ce week-end, le tout premier Podcaston, un événement caritatif avec plus de 300 podcasteurs francophones. À l'heure où le podcast cartonne en France, ce sont 17,6 millions de Français qui en écoutent chaque mois. Et alors à l'image du Téléthon, le but est de soutenir des grandes causes ou des associations pendant une semaine en leur donnant la parole. Et parmi les podcasts qui joue le jeu, un des plus populaires, Génération Do It Yourself par Mathieu Stéphanie, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous. Je suis ravi. Cet événement est à l'initiative du réseau social Altrou. Il a lieu du 25 au 31 mars. 300 podcasts vont diffuser un épisode spécial. Racontez-nous comment ça va s'organiser. Alors, on a été en effet contacté par Altrui et c'était hyper sympa comme je leur disais que j'étais un peu jaloux de l'initiative parce que j'aurais bien aimé la voir à moi-même, mais ils ont bien aimé, évidemment, bien poussé tout ça. Ça a été très intéressant et l'idée c'est qu'on fait tous un épisode un peu à part. Alors c'est la même ligne éditoriale. Moi, je suis resté dans typiquement dans ma ligne habituelle, qui est d'aller chercher les personnes qui m'inspirent, les personnes qui sont les meilleures dans leurs univers. Et là, je suis allé chercher Nicolas Froissart, qui est le patron du groupe SOS, qu'on connaît assez mal parce que c'est pas très grand public, mais qui est une association qui a 20 000 employés, 22 000 employés, ce qui est quand même assez sidérant. Voilà. Et donc c'est vraiment, on peut le considérer comme le meilleur ou l'un des meilleurs associatifs de France. Et donc moi, j'essaie de comprendre comment il a réussi, pourquoi, comment il a de l'impact, où est-ce qu'il récolte son argent, etc. Donc chacun dans son domaine, on essaie de continuer dans notre ligne, mais avec un épisode spécifique et une association qu'on choisit chacun pour la soutenir. Moi, j'ai choisi l'association Hope d'Annabelle Brouran pour aider les femmes contre le cancer, pour la gestion du cancer à un moment de leur vie délicat pendant et après leur cancer. Pourquoi avoir choisi celle-ci et comment allez-vous récolter puis redistribuer les fonds? Comment ça s'organise techniquement? Alors, j'ai choisi Hope parce que je suis administrateur depuis un an, d'une part, parce que ma femme, il se trouve pour l'ironie un peu sordide, mais de l'histoire, a eu un cancer depuis et qu'elle est désormais en rémission alors qu'elle travaille et voilà. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de sens. C'est intéressant aussi de se dire que par ce podcaston, on va avoir de l'impact dans des choses dans lesquelles on veut avoir de l'impact, qui sont vraiment très importantes. Et donc je suis vraiment très content. Et en gros, l'idée c'est d'inciter dans l'épisode évidemment, avant, après, pendant et sur nos réseaux sociaux à dire voilà, si vous voulez m'aider cette semaine, allez sur l'association Hope, vous aiderez une cause qui est méconnue et qui a beaucoup d'importance, qui va aider des femmes et c'est très bien. Donc voilà, et chacun, ce qui est marrant, c'est que chacun a choisi, certaines femmes ont choisi des assos qui les aident après une fausse couche, d'autres vont être sur des plus grandes assos, ça va être, je sais pas moi, une Croix-Rouge, ça va être la Fondation Abbé Pierre, ça va être des associations plus Greenpeace ou des choses comme ça. Et donc je trouve ça assez intéressant de pouvoir distribuer chacun tout en s'unifiant tous ensemble. C'est vraiment pas mal. Parce qu'en fait, il n'y a pas un système unifié de récolte des dons. Chacun incite son association, entre guillemets, enfin, à ses auditeurs à aller vers la sauce, quoi. Ce qui est, je pense, très bien, parce qu'il y a un côté souple, très personnel, souple. Oui, voilà. Et en fait, je crois que l'univers du podcast a quelque chose de particulier, c'est qu'on se soutient beaucoup, tous les uns les autres. Contrairement, je pense, à d'autres univers, je pense que c'est moins le cas sur YouTube. Concurrence que les autres. Je crois vraiment. En tout cas, nous, on a toujours été très inclusifs chez Causa Vostra, chez Orso Media, avec d'autres podcasteurs. On a beaucoup de gens, on s'aide, on prête nos studios, on fait toujours des choses vraiment sympas. Le problème, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est qu'on aura moins tout de suite il n'y aura pas d'effet de volume. Voilà, on ne saura pas, je pourrais pas dire on a récolté 10 000
millions, parce que je pense qu'il y a un peu de flou là-dessus. Cela dit, je trouve que on fait pas ça pour l'effet d'annonce, on fait aussi ça pour l'efficacité, la réalité, et je trouve ça bien aussi de pas toujours donner tout à une seule grosse association et aussi d'être capable de distribuer un peu tout ça. On va parler un peu plus de podcast en général. Aujourd'hui, 151 millions de podcasts sont écoutés ou téléchargés chaque mois en France. En 2023, le podcast nous informe, nous coach parfois, nous divertit. Vous vous êtes lancé en 2017. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire, la genèse de Génération Do It Yourself ? Alors la genèse est assez simple. J'écoutais des podcasts américains depuis 2013-2014 et j'avais l'impression d'avoir une chance inouïe de passer 3 heures avec Barack Obama, Arnold Schwarzenegger ou des entrepreneurs et des gens incroyables qui m'inspiraient énormément. Je me disais, il y a bien quelqu'un qui va faire ça en France, puis personne ne l'a fait. Puis à un moment, je suis sorti de mon syndrome de l'imposteur, je me suis dit, tant pis, je vais le faire. Et j'ai acheté 2 micros, un Zoom, vous connaissez ça plus que moi, je pense, 2 micros Shure, j'en ai eu pour 300 ou 400 euros de matériel, c'est vraiment rien. Et puis je me suis lancé, je me suis dit, je vais faire 10 épisodes et je vais voir si ça me plaît. Et il y a eu une sorte de succès assez rapide. Après, succès rapide, ça veut rien dire. Ce que je veux dire, c'est que dans ces univers, quand j'avais 300, 500, 1000 personnes qui m'écoutaient, j'étais déjà tellement heureux. Aujourd'hui, vous êtes à 700 000 écoutes mensuelles. C'est quand même gigantesque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce succès, selon vous ? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Et comment vous êtes monté en puissance ? Presque 1 million avec mon deuxième podcast, La Martingale. Je crois qu'il y a une chose, c'est que j'ai jamais arrêté. C'est un relentless, comme disent les Américains. J'ai pas arrêté de poster. Je poste plus d'un épisode en moyenne par semaine sur Génération. Vous êtes à 6 par mois ? 6 par mois. Je suis à plus d'un par semaine aussi sur La Martingale. Et en fait, il y a quand même un effet où on dit on stack, on empile. Moi, je fais plus de 50% de mes écoutes, près de 50% de mes écoutes sur mes anciens épisodes. Donc le fait d'avoir un back catalogue important, ça fait. Et pourquoi ? Parce que vous remettez en avant des anciens épisodes ? Non, parce que les gens remontent, les gens qui me découvrent, ils vont me découvrir sur quelqu'un d'assez connu, sur Alain Ducasse, sur Bob Sinclair, et puis Yannick Noah, et puis ils vont se dire mais c'est pas mal son truc, puis finalement ils vont se dire je peux écouter aussi des entrepreneurs, je peux écouter, et j'essaye de faire en sorte que mes podcasts soient pas marqués dans le temps. Ce que je veux, c'est qu'un épisode que j'ai enregistré, le premier épisode de Génération Do It Yourself, je pense après 6 ans est toujours valable. Donc vous vous basez pas trop sur les faits d'actualité ? Non, je fais très attention à pas trop me baser là-dessus. Et la question qui tue, comment vous gagnez de l'argent ? Alors j'ai des sponsors en avance, au tout début de mes podcasts, qui sont des entreprises que j'aime, que j'utilise, que je fais très attention à ça. On reproche beaucoup en ce moment. Bruno Le Maire va notamment faire des annonces dans ce sens-là, aux influenceurs entre guillemets, de faire un peu n'importe quoi. On en a parlé dans cette émission. Voilà, je vais pas vous citer les sponsors, mais voilà, j'en ai plein. Mais vous n'êtes pas techniquement influenceur, vous êtes podcasteur avec des sponsors. Oui, mais en fait, il y a une forme d'influence importante. Il y a une banque en ligne pour entrepreneurs, typiquement, qui me soutient depuis des années. J'y suis très fidèle. Je fais jamais la promo de ses concurrents parce que je passe pas de l'un à l'autre, parce que voilà, et parce que je les aime en fait. Et je leur dis, en gros, c'est simple. Moi, et vous le dites d'ailleurs, pendant les 2 premières minutes de vos podcasts, vous expliquez le concept de votre sponsor et vous dites aussi que vous aimez ce que je l'utilise et que voilà, donc c'est toujours sincère, donc ça a de l'impact, ça a de l'influence. Je suis pas influenceur au sens comme on le voit sur Instagram, mais je pense que j'essaye en tout cas d'être d'une forme de meilleure influence, plus profonde en fait. Vous réalisez 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez réalisé 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Combien ça vous rapporte, les podcasts, sur ces 1 million? Sur ces 1 million, j'ai une équipe. Alors 1 million, c'est le cumulé La Martingale Génération Do It Yourself. C'est entre 40 000 euros par mois. D'accord. Et il y a combien de personnes qui travaillent autour de vous? Sur ces 2 podcasts, il y a 4 personnes, on va dire. Après, maintenant, on fait du montage, on met ça sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, etc. Et ça, vous avez un retour sur investissement sur les posts, sur les réseaux sociaux? Je pense que ça permet de faire venir des personnes qui ne connaissent pas, qui découvrent. On cherche toujours des nouvelles audiences. Ça peut paraître difficile d'accès à un podcast. Ce qui est compliqué, en tout cas les miens, qui sont longs. Quand je vous dis écoutez un podcast de 2h30, avant d'appuyer la première fois, on n'a pas tout de suite envie, on se dit j'ai pas le temps, etc. Moi je viens ici, là, je suis arrivé, je suis venu en vélo, j'écoute un podcast de mon associé Mediarama, que je vous recommande, vous qui êtes journaliste, sur les médias et sur l'intelligence artificielle, qui est extraordinaire. Et François Desfossés sur Mediarama, l'épisode, je l'ai commencé hier, arrêté, recommencé, là je viens de l'arrêter, je vais le
recommencer en partant. En fait, je les fractionne. C'est du contenu comme un bon livre, quoi. Donc, Vous qui êtes un des plus populaires aujourd'hui sur le marché des podcasts, on a vu qu'en janvier 2023, la consommation se tassait un petit peu. 151 millions de podcasts français ont été écoutés ou téléchargés en France en 2023 contre 151,7. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même plus que cette année, en 2022. Hein. C'est quand même plus que cette année. Selon vous, comment on explique cette stagnation ? Alors je pense qu'il y a peut-être déjà des podcasts pour certains qu'on a arrêté. Il y a le replay qui est probablement compris là-dedans, donc le replay de vos émissions. Nous, on est sur des volumes quand même moins importants. Enfin, 1 million, c'est finalement mensuel, c'est pas mal. Hein, on doit représenter, oui, c'est pas mal, ouais. Avec tous nos podcasts réunis, 2-3%. Maintenant, c'est vrai que c'est intéressant de voir l'évolution. Moi, je suis en croissance toujours, hein, year on year, 30-40% de croissance d'année en année. Donc, je pense que ça dépend un peu des podcasts. Il y a de la découverte, il y a des gens qui abandonnent, il y a des gens qui abandonnent, alors des auditeurs Pourquoi ? Aussi pour certains. Peut-être qu'il y a eu une fatigue, on voit souvent un effet de mode maintenant. Moi, je pense que on a encore de beaux jours devant nous. Aux États-Unis, ça grossit toujours. Il y a des émissions nouvelles, il faut être capable de se renouveler, ce que j'essaye de faire aussi. Il faut être capable d'avoir... il y a des nouveaux qui arrivent, hein. Il y a Léna Mafouf qui est arrivée, il y a Tony Parker aussi. Alors peut-être après, un petit peu trop d'offres. Il y a beaucoup d'offres aussi, c'est possible. Je pense qu'en tout cas, les plus gros podcasts sont toujours en croissance. La difficulté maintenant, c'est de rentrer sur ce marché. C'est plus difficile. Pour terminer cette interview, on accueille notre journaliste BFM Business, Julien Casqui, qui va faire son questionnaire. Donc c'est 10 questions, le fameux. 10 questions en rafale, 2 minutes. Okay. On lance le chrono quand vous êtes prêt. Je suis super fort pour être... Vous êtes fort ? Non, justement, je crois que vous m'avez préparé avant l'émission pour que je ne sois pas trop long. Oui. Donc voilà, je vais essayer d'être... Nous, on fait des petites interviews contrairement à vous. 10 questions en rafale, 2 minutes. Vous êtes prêts ? On peut lancer le chrono ? Go. On lance le chrono. Allez, première question, Mathieu, Stéphanie. Comment vous informez-vous ? Smartphone. Quoi Le Monde, Les Échos. Votre réseau social préféré ? En ce moment, c'est TikTok. La personnalité que vous avez préféré interviewer dans Génération Do It Yourself ? Je peux pas répondre, il y en a tellement. Il n'y a pas de joker dans cette... J'ai fait un épisode complètement lunaire avec Pierre-Édouard Sterrin, qui est le fondateur de Smartbox, qui m'annonce qu'il lègue 1 milliard à sa fondation et qu'il veut devenir saint, S-A-I-N-T. Donc je trouve que c'est intéressant. Voilà. La personnalité que vous rêveriez d'avoir dans Génération Do It Yourself ? Zinedine Zidane. Vous l'avez pas... C'est en projet ou pas ? Non, ça va avancer, mais voilà. Il pourrait y avoir Kylian Mbappé, mais Zidane, c'est quand même pas mal aussi. Pas mal. 3 ingrédients pour faire un bon podcast. Il faut être passionné, il faut aimer, ça se sent, on sent tellement à l'audio, donc ça c'est être passionné. Il faut en faire beaucoup, il faut jamais s'arrêter, il faut faire 50-100 épisodes avant de pouvoir sortir, et il faut avoir une bonne qualité d'audio. Il y a trop de podcasts qui ont des qualités pourries, et alors ça c'est, on peut pas tenir plus de 5 minutes avec une mauvaise qualité. Le podcast que vous auriez rêvé de faire en France, dans le monde il y a un épisode de Joe Rogan avec Elon Musk, j'avoue que ça peut être sympa. Je crois que dans le premier épisode, ils fument un pétard, ce qui a valu à Elon Musk Est-ce qu'on l'entend ? Mise à pied. Est-ce qu'on l'entend on bien ? le voit surtout et tout. Ils sont un peu high hein, quand même. J'aurais bien aimé fume un pétard avec Elon Musk. Plutôt Elon Musk justement ou Jeff Bezos ? Elon Musk. Votre personnalité préférée dans les médias ? C'est dur. C'est très dur. Il y en a beaucoup. Seule. Une seule. 10 secondes. 10 secondes. Arthur. L'animateur Arthur. Ouais, je trouve que il a fait un bon truc. En fait, j'allais sortir Hanouna, mais ça aurait été plus choquant. Mais je trouve que je regarde pas ce qu'il fait, mais je trouve que dans la manière dont on le déteste, on l'aime autant presque. Et est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée pendant cette interview que vous auriez aimé qu'on vous pose ? Je dirais que non. Si je peux. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à faire du podcast ? Alors ? C'est la chance de ma vie. C'est ma vocation. J'ai trouvé. C'était un peu évident, selon moi. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas posé. C'est parti pour votre journal, Julien. Mathieu, Stéphanie, vous restez avec nous. On commence avec quoi ? On commence avec les 50 plus grandes marques françaises dont la valeur a augmenté de 30% en 2023. Et c'est parti pour le journal. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com.
Le classement annuel des 50 marques françaises les plus puissantes dans le monde a été dévoilé et comme souvent, c'est le luxe qui domine. Et oui, puisque le grand gagnant, eh bien, c'est la marque Louis Vuitton avec une marque valorisée à 102 milliards de dollars, loin devant Chanel et Hermès. Dans le top 10, 3 marques du groupe L'Oréal, dont Lancôme et Garnier. Selon ce classement publié par Kantar, la valeur totale de ces 50 marques a progressé donc de 30%. Parmi les petits nouveaux, Canal+, FDJ et Back Market, ils bénéficient de leurs bons résultats financiers et d'un engagement actif envers la société et l'environnement. La dimension RSE de l'entreprise est d'ailleurs 3 fois plus importante pour sa réputation qu'il y a 10 ans. Et celui qui l'a bien compris, eh bien, c'est Dentsu France. L'un des plus grands groupes de pub en France devient une entreprise à mission. Il s'engage, je cite, à contribuer à rendre la communication plus responsable et à œuvrer à la promotion de la diversité. Le groupe va proposer à ses clients un outil pour mesurer l'empreinte carbone de leur campagne. Vivatech dévoile son programme pour l'édition 2023, place à l'intelligence artificielle et à la Sporttech. L'événement créé par Publicis veut surfer sur le phénomène ChatGPT et Paris 2024. Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation des Jeux Olympiques, fera partie des intervenants, tout comme Christelle Edman, la directrice générale d'Orange, ou encore Bernard Arnault. 10 000 startups sont attendues et plus de 50 grandes entreprises partenaires, dont Amazon qui devient un sponsor majeur. Vivatech aura lieu du 14 au 17 juin à la porte de Versailles à Paris. Est-ce que Mathieu, Stéphanie, vous serez à Vivatech ? Forcément, on ne peut plus louper Vivatech ces temps-ci. Reward Media franchit le cap des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Le groupe, propriétaire notamment de Marie-Claire, Grazia ou Science et Vie, souhaite désormais accélérer à l'international. Il y réalise déjà un quart de son activité et pourrait y faire des acquisitions de plusieurs centaines de millions d'euros. Le tournoi des 6 nations s'est achevé le week-end dernier. Il a fait un carton à la télé. France Télévisions, son diffuseur, a enregistré ses meilleurs scores depuis plus de 15 ans, avec 3,8 millions de téléspectateurs en moyenne par match. Parmi les raisons de ce succès, une équipe de France retrouvée et une Coupe du Monde qui approche. Et comme d'habitude, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom. Et cette semaine, on a choisi celle du SIDAction, le SIDAction qui a lieu tout le week-end. Toutes les chaînes se mobilisent et bien sûr BFM Business aussi. Et oui, une campagne qui s'intitule Jamais aussi proche, parce qu'on n'a jamais été aussi proche, Rebecca, de vivre dans un monde sans sida. 40 ans après la découverte du virus, elle a été conçue par The Good Company dans un spot vidéo. On y voit un jeune homme et une jeune femme se rapprocher progressivement l'un de l'autre jusqu'à quasiment s'embrasser. Une distance de quelques centimètres demeure entre eux, symbole des quelques centimètres qui nous séparent d'un monde sans sida. Cette campagne 360 sera diffusée tout le week-end sur toutes les chaînes de télé, dans les salles de cinéma, en affichage dans le métro parisien et bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Merci Julien pour ce journal et merci Mathieu, Stéphanie d'avoir été avec nous. Vous êtes entrepreneur et hôte du podcast Génération Do It Yourself. C'est qui votre prochain invité ? Mon prochain invité, j'espère avoir prochainement, je ne sais pas si je peux le dire ici, si je le dis, j'espère avoir prochainement Gad Elmaleh. Ah génial. Bon, on vous souhaite de l'avoir. C'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. 9500 tonnes de déchets non collectés à Paris. Plus de 2 semaines que la mobilisation des éboueurs contre la réforme des retraites perdure. Les médias étrangers surnomment Paris non plus de ville lumière, mais de ville poubelle. À l'heure où la situation se détériore, on s'est posé cette question cette semaine. Avez-vous une bonne ou une mauvaise image de Paris et diriez-vous qu'elle a changé au cours de ces 5 dernières années ? Réponse, 59% des Français ont une bonne image de Paris. En revanche, 64% d'entre eux trouvent qu'elle s'est dégradée. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Geoffrey Pouget, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Tilder. Fabrice Pelosi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Epoca. Merci à tous les deux d'être avec nous. Geoffrey, ce que l'on en conclut, c'est que Paris n'est pas renié par les Français. En revanche, il y a quand même une sensation de dégradation. Quel est l'impact pour son image ? Oui, on pourrait dire Paris aimé, mais Paris dégradé. C'est vrai que sur la première question, et cette majorité
très courte de Français qui affirment encore aujourd'hui avoir une bonne image de Paris. C'est assez surprenant finalement par rapport au contexte qu'on vit et dans la période où a été fait le sondage, évidemment avec cette grève des éboueurs, c'est assez surprenant et en même temps c'est rassurant. Heureusement, j'ai envie de dire que les Français gardent une bonne image de leur capitale. Imaginez un monde où on ait besoin de faire du marketing territorial pour attirer les gens ou les faire rester à Paris, ça serait quand même dommage. Donc j'ai envie de dire c'est rassurant. Après le vrai point et le vrai élément, c'est cette mise en perspective par rapport aux 5 dernières années, cette dégradation qui est constatée par plus de 2 tiers des Français. Là, pour le coup, si on reste dans notre focus com, et il y a quelques éléments d'analyse sur les 5 dernières années, il y a évidemment des marqueurs assez négatifs en termes d'image et de réputation autour de Paris. Il y a eu évidemment les gilets jaunes, c'est plus qu'un marqueur, c'est un vrai mouvement social, mais ça a donné lieu à des images fortes. On se rappelle de ce qui s'est passé autour de la place de l'Étoile et de cette année. On a également Saccage Paris, qui est quand même en termes de communication un hashtag qui dure depuis 2021 et qui aujourd'hui a un écho un peu particulier avec ce qui se passe et ce qu'on expérimente dans les rues parisiennes aujourd'hui, qui déjà positionnait cet enjeu de salubrité et de Paris comme une ville qui peut être perçue sale et puis des problèmes aussi de gestion de flux. Alors Stade de France, c'est pas vraiment Paris, mais quand même ce qui s'est passé à cette finale de Ligue des Champions en 2022, tout ça c'est autant de marqueurs effectivement à la fois en interne entre guillemets pour les Franciliens, pour les Français en général négatifs. Et vous l'avez dit tout à l'heure, à l'étranger aussi. Alors c'est pas ça, notre sondage porte pas aujourd'hui sur cette partie-là, mais lisez la presse étrangère depuis une semaine. Paris fait la une de beaucoup de presse. Vous avez cité le Forbes tout à l'heure avec ce Paris Ville Lumière et Paris Poubelle. Ouais. On est à moins 500 jours aujourd'hui des Jeux Olympiques. On va accueillir la Coupe du Monde. Donc tout ça, évidemment, il y a un enjeu de réputation aujourd'hui et d'image qui est extrêmement fort. Fabrice, en quoi Paris est un outil de communication politique aujourd'hui ? Un outil de communication politique. On le voit. L'image de Paris. Dans les différentes manifestations, on le voit. C'est utilisé, avant tout là et. C'est assez historique pour Anne Hidalgo, parce qu'on ne parle pas de la mairie de Paris, mais on parle de l'image de Paris qui est très bonne. Et là, Anne Hidalgo, elle a quand même passé un nouveau cap dans lequel elle n'est plus au service de ses concitoyens parisiens, mais plutôt au service de son image politique, en soutenant le mouvement des éboueurs, et donc en étant dans un positionnement national plutôt que de trouver des solutions en local. Je trouve qu'en city branding, si on pense à New York, on connaît I Love New York. Si on pense à Amsterdam, on a en tête I Amsterdam ou même à Lyon, Only Lyon. À Paris, c'est quoi le slogan ? On a la Tour Eiffel. On a la Tour Eiffel. On n'a pas de slogan, mais on a la Tour Eiffel. On n'a pas de slogan. C'est quoi ? Alors, on a eu la ville du quart d'heure. On a Paris est magique. Paris est magique. Alors, justement, tout l'enjeu, certainement pour les politiques et pour Anne Hidalgo, c'est de bénéficier au plus des opportunités créées au niveau national, parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de la ville. Et d'ailleurs, ces équipes savent dire quand il y a des points négatifs qui ne sont pas de son fait. Là, d'ailleurs, le truc, c'est de dire que les grèves ne sont pas du fait de Paris. Mais ce qui joue dans l'image de Paris, du coup, le PSG. Alors le PSG, comment la ville fait en sorte que ça bénéficie à son image ? Pour le moment, c'est un peu difficile puisque le PSG, il a envie de développer son image avec le Parc des Princes, justement, Stade de France qui pourrait être acheté, on ne sait pas. En tous les cas, la ville, dans ce cadre-là, elle est plus un frein, manifestement, en tous les cas de ce qu'on voit dans les médias, que dans le développement. Et donc, c'est aussi gérer ce clivage. D'ailleurs, on le voit dans le sondage, les gens qui sont en Ile-de-France ont une moins bonne image de Paris que les Français au global, mais aussi parce qu'il y a un clivage à Paris avec l'immobilier baisse à Paris, sauf l'immobilier de luxe. Et en revanche, la réponse de la mairie de Paris pour ça, c'est de développer l'immobilier accessible à tous jusqu'à 40%. Donc là, il va falloir être au rendez-vous pour Paris 2024, évidemment. Justement, j'allais y venir. Je ferai rapidement quel impact sur l'attractivité et voilà, à moins de 500 jours des Jeux Olympiques. C'est un vrai enjeu, et encore une fois, faites une revue de presse des 10 derniers jours des grands médias européens et internationaux. Le Time Magazine va sortir
sa prochaine édition, ça sera la Seine. Ce rêve parisien d'assainir la Seine et de pouvoir nager dans la Seine, un vrai rêve. Donc il y a aussi toujours cette image un peu Émilie de Paris, aussi un décalage à l'international entre ce que les gens expérimentent. Ouais, il y a une question d'image et de réalité. Et de réalité, aussi, voilà. Mais les échéances sont importantes. Il faut pas non plus tomber dans le pessimisme. Paris a tout pour faire que ces jeux soient une réussite. En revanche, c'est vrai que Paris, c'est un bien commun national, mais c'est un bien commun, on se rend compte aussi mondial, et donc tout le monde a envie de donner son avis sur Paris, tout le monde est passionné par ça, et c'est un peu ce que montre ce sondage, encore une fois, cette ambivalence. Paris c'est merveilleux, Paris c'est parfois l'enfer, et finalement, parfois Et Paris c'est magique, voilà. Je tiens à le dire encore une fois. Merci Geoffrey Pouget, vous êtes associé chez Tilder, merci Fabrice Pelosi, vous êtes directeur associé chez Epoca. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy. BFM Business, Hebdocom, la chronique média. Vous voici donc de retour, Frédéric. Mais vous étiez où la semaine dernière? Eh bien, je n'étais pas à Paris, mais à Bordeaux. Et je ne vais pas vous parler de Bordeaux, parce que j'ai pas trop vu. Parce que j'étais, en fait, au jury du Grand Prix de la communication extérieure, ce qu'on appelait avant le Grand Prix de l'affichage. C'est organisé par l'Union de la publicité extérieure, qui rassemble les principaux afficheurs. Et cette année, ils invitent des créatifs qui jugent pas moins de 140 campagnes. Ça fait 620 visuels. Et c'est les plus grands créatifs de France qui jugent. Et qu'avez-vous choisi comme meilleure campagne alors? Alors moi, rien, parce que c'est un prix qui est ouvert aux journalistes qui peuvent regarder le jury, mais qui eux ne votent pas. En revanche, les jurés, eux, ont très bien travaillé et ils ont choisi une campagne Lacoste qui est très belle, qui montre des rencontres inattendues entre des personnes totalement différentes, dont le seul rapport est un produit avec le fameux crocodile. Des très belles photos colorées qui contrastent complètement avec le ton général de cette année, où on ne voyait surtout des textes comme le cochon. Tout est bon sans le cochon. Tout est bon sans le cochon. Merci. Je m'en rappelle. Voilà, exactement. Donc, et la seule campagne qui ne parle pas, c'est celle qui a gagné, c'est celle de Lacoste. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est signé BETC. Et il se trouve, un peu d'autopromo, que c'est aussi la campagne qui avait gagné la 5e étoile du jury CB News, du hit parade CB News. Donc c'est un bon choix. Comme par hasard. Comme par hasard. Merci Frédéric Roy, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout en replay et partout sur toutes nos plateformes, nos applis et sur nos sites. Très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.